mesdames et messieurs, pionniers de la tech et esprits curieux du monde entier et de l'Afrique, bienvenue dans Cybertripshire. Je suis Fadima et je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Cybertripshire. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège d'accueillir un pionnier dont le travail ne façonne pas seulement l'avenir de l'Afrique, mais redéfinit aussi le récit mondial autour de l'intelligence artificielle. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de présenter Mamadou Ka Keita, fondateur et directeur de la recherche à l'Institut panafricain de recherche en intelligence artificielle. Mamadou est bien plus qu'un leader, il incarne un véritable mouvement. Il a été reconnu par le président du Mali et il fait aussi partie des 100 personnes d'ascendance africaine les plus influentes. Il incarne un véritable mouvement à travers ses projets, notamment la création de l'Institut panafricain de recherche en intelligence artificielle et aussi à travers des projets révolutionnaires comme Feridi, où il utilise l'intelligence artificielle pour transformer l'éducation au Mali, préserver la langue zarma et offrir aux étudiants des outils nécessaires pour s'épanouir à l'ère du numérique. Mais on va pas seulement aujourd'hui se focaliser sur son background exceptionnel. Nous allons parler de l'intelligence artificielle, des deepfakes et de la cybersécurité, entre révolution et menace. Alors, bonsoir Mamadou, je suis vraiment honorée et ravie de t'accueillir si Cybertripshire. Bonsoir Fadimatou, le plaisir est partagé et merci de m'avoir invité à rejoindre cette discussion. D'accord. Alors, on veut savoir au fait qui est Mamadou Ka Keita, c'est quoi son parcours, pourquoi l'intelligence artificielle, ses projets, ses motivations. Mon nom c'est Mamadou Ka Keita, malien d'origine. Je suis chercheur en machine learning et je fais de la recherche dans plusieurs domaines, notamment les langues, ce qu'on appelle en langage informatique NLP. Quand je dis langue, c'est pas seulement les langues parlées, mais comment est-ce que adapter toute forme de communication humaine aux machines et aux algorithmes. Et aussi la computational neuroscience, qui est un domaine entre la neuroscience et l'informatique, c'est-à-dire je fais de la recherche sur comment est-ce que le cerveau humain apprend des nouvelles choses et essayer d'optimiser des algorithmes que nous avons à travers les méthodes que le cerveau utilise. Donc ça, c'est un peu moi et comme elle l'a bien mentionné, je suis l'un des fondateurs de l'Institut panafricain de l'IA, de recherche de l'IA, qui vise à faire la promotion de la recherche académique dans les pays de l'Afrique francophone, notamment en impliquant les jeunes de la licence master à mener des travaux de recherche. Donc ça, c'est un peu moi. D'accord, merci beaucoup Mamadou pour ton introduction et de nous avoir introduit, de nous avoir parlé de tout ce que tu fais et c'est vraiment waouh. Voilà, déjà que la recherche, c'est un peu tout nouveau pour beaucoup d'étudiants en Afrique. Ok, votre engagement pour l'intelligence artificielle ne se limite pas seulement à la recherche, mais aussi à la transmission du savoir et à la préservation culturelle. Pourquoi était-il si important pour vous de créer un institut de recherche en intelligence artificielle spécifiquement dédié à l'Afrique? Tout part de ce constat, tout est parti de ce constat que j'ai fait, qui est que nos étudiants ne sont vraiment pas du tout compétitifs sur les scènes internationales. On n'a pas on ne fait pas de recherche, on ne produit pas d'innovation, on ne crée quasiment rien. Nous ne sommes que des consommateurs et des utilisateurs, des experts utilisateurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Et l'une des choses aussi que j'ai remarqué, c'est que un étudiant, par exemple aux États-Unis, qui finit la licence, a probablement peut-être 2 à 3 recherches qu'il a menées avec un mentor. Et il sait déjà, il a créé quelque chose où il a en tout cas étudié quelque chose en profondeur. Chose qui ne se fait pas chez nous du tout. Pas du tout en Afrique de l'Ouest francophone. C'est tellement rare de voir des étudiants de licence master à faire des recherches. Tout ce qu'ils feront, c'est des projets de mémoire et même ces projets généralement, sans dénigrer le système, mais ce sont des projets qu'on voit sur YouTube. C'est vraiment pas waouh quoi.
y a rien de nouveau, il y a rien d'assidu. Et donc, c'est vraiment pour essayer de rendre le continent, surtout la région ouest africaine francophone, compétitive. J'ai vraiment eu cette idée de créer une structure ou disons une communauté qui, qui, qui va aider et aussi motiver les jeunes de moi-même, ma génération, à mener des recherches. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je rejoins absolument votre point de vue sur le fait que vraiment en Afrique, on ne fait pas de recherche. Et je vais partir sur une expérience personnelle que moi-même j'ai vécue parce que quand j'étais étudiante en Afrique et quand je suis venue, exemple, ici en Europe, j'ai vu qu'il y a vraiment ces différences-là parce qu'on était tout le temps poussé sur la recherche. Vraiment, waouh. Et j'espère vraiment que voilà, votre vision va être transmise à travers des générations et voilà, la nouvelle génération. Je l'espère aussi, je l'espère aussi. Efferigi, je sais pas si je le répète bien ou si je l'épelle bien parce que j'imagine que c'est un Zarma. Oui, Efferigi, c'est un projet révolutionnaire qui combine l'intelligence artificielle et la préservation linguistique pour préserver la langue Zarma. Vous pouvez nous en dire plus sur comment il fonctionne, quelles ont été vos motivations et quel est son impact au jour d'aujourd'hui. la motivation derrière Ferigi, disons, je me baladais juste sur Google Translate et j'ai remarqué que le Zerma n'y figurait pas. Voilà. Il y avait le Hausa, il y avait le Bambara que je parle. Il y avait assez de langues africaines, mais j'ai vraiment pas vu de Zerma là-bas. Et je me suis juste dit, OK, donc ça peut vraiment être intéressant d'explorer, de créer quelque chose pour les Allemands, parce que il faut d'abord commencer une chose avant que Google n'accepte la chose et de l'intégrer. Il faut montrer la chose, l'intérêt de la chose ou la portée de la chose. Donc c'est dans cette optique que j'ai essayé de regrouper quelques amis que je les remercie d'ailleurs, Elisabeth et Habiba Alfari, qui m'ont vraiment aidé dans la notation des données, collecte. Je disais, l'idée m'est venue au moment où je me baladais sur Google Translate et j'ai vu qu'il n'y avait pas le Zerma. Et donc, je me suis dit, OK, c'est possible de faire quelque chose pour le Zerma. Et c'est là que j'ai décidé de créer une petite équipe derrière ce projet. Et je remercie déjà même les membres de mon équipe, Elisabeth, Habibatou Alfari, qui m'ont vraiment aidé dans la collecte des données et aussi des partenaires aussi, HSC University, qui a eu à financer une partie du projet à travers des professeurs comme Denis et aussi leur assistant à Santiwa. Donc, je remercie toute mon équipe. Et ce projet vise vraiment à créer assez de ressources digitales pour la langue Zarma et arriver à un point où créer des outils de ce type-là, des outils en ligne ou des outils d'intelligence artificielle sera très facile. Et là, nous avons commencé à créer le plus grand corpus aligné français Zerma. Euh, donc, il y avait déjà des données en ligne que nous avons pris, nous avons traduit et aligné. Et nous avons aussi généré des données. Il y a des techniques de génération de données que nous avons aussi traduit, voilà, aligné. Et à la suite de ça, nous avons créé le tout premier traducteur français allemand qui donne une traduction assez fiable. C'est vraiment un début, mais pas mal. Franchement, pas du tout mal. Et voilà, ce projet aussi a été accompagné par d'autres universités aux États-Unis, non par notre superviseur Christopher qui est à MIT. Donc, vraiment, ce projet a juste pour objectif de créer assez de ressources digitales pour la langue Zerma, pour que nous puissions vraiment créer assez d'outils facilement, en fait, pour cette langue. D'accord. Mais voilà, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, vous savez. Et c'est vrai aussi que voilà, les langues africaines ne figurent pas trop dans Google Translate. Mais vraiment prendre cette initiative-là de dire, OK, je vais changer ça, voilà, waouh, si. Et une chose, ne soyez pas étonnés si vous voyez bientôt le Zerma dans Google Translate. Ça, c'est une surprise qui arrive.
Ah là, moi, je serais très ravie voilà, de voir ça. Comme ça va me permettre de retrouver un peu mes armes que j'ai perdues. Euh, à part vos projets, vous avez été reconnu par plusieurs personnalités et l'une des personnalités, c'est le président. L'une des personnalités, c'est le président du Mali. Comment ça s'est passé? Comment il a entendu parler de vous? Comment, je veux savoir, en fait, les coulisses derrière tout ça. Ok. Il faut savoir, bien avant tout ça, je faisais de la robotique. Ok, je faisais de la robotique, j'étais coach de robotique. Et je pense que c'était en 2021 ou 2022, nous avons eu à faire une compétition de robotique où vraiment la performance de toutes les équipes, c'était waouh, quoi, franchement. Genre, c'était vraiment très élevé. Et à la suite de ça, je pense une année après, j'étais au Niger, hein. Et un jour, en tout cas, on m'informe que le président voilà, invite quelques membres et tout pour venir. Ah, moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement. Voilà, j'étais choqué parce que pour moi, bon, pas autant choqué, mais un peu choqué parce que je me disais, l'État n'accorde pas assez d'importance à ces choses-là et je pouvais le comprendre, mais jusqu'à nous récompenser, waouh, c'était bien, c'était bien. Au moins, ça nous motive un peu. En effet, c'est une grosse source de motivation. Oui, on a tendance vraiment à penser tout ça, hein. On veut changer des choses. On en fait, franchement, il y a des talents, il y a des initiatives. On a envie de changer, mais on s'est dit que non. L'État, la société, non, c'est de freins et puis on reste, mais waouh, waouh. Je dis juste waouh. D'accord. À part ça, vous êtes aussi coach, comme vous l'avez mentionné, en robotique et mentor pour les jeunes talents africains. C'est spécifique au Mali ou ça va au-delà du Mali? C'était spécifique au Mali et jusqu'à présent, bon, s'il y a des projets dans ce domaine, je peux coacher, mais là, ce n'est plus ce que je fais à plein temps. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mamadou, pour nous avoir donné un peu des informations. Vraiment, parce que vous savez, quand j'ai mentionné que je vais vous interviewer, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, waouh, wow, j'ai envie de l'entendre, j'ai envie de savoir Ah là, bon? ce qui... Ah bon? Oui, parce qu'il y a des gens qui vous suivent, oui. Et j'étais, merci beaucoup. Genre, j'ai reçu des remerciements pour dire merci beaucoup de l'avoir invité parce que vous êtes vraiment, voilà, une source de motivation, un leader, comme je dis. À ce point? Mais bon, maintenant, on va passer à l'intelligence artificielle et son impact global en Afrique. Ok. Voilà. L'intelligence artificielle est aujourd'hui, comme vous le savez, bien notre compagnon le plus proche. En Afrique, maintenant, c'est vraiment, vous savez, la norme. Et selon vous, quelle place occupe-t-elle réellement aujourd'hui dans nos vies? Franchement, l'intelligence artificielle a toujours occupé une place très significative, mais c'était pas remarqué à un moment de l'histoire, en fait. Je vais un peu remonter. Vous savez, l'ordinateur est une intelligence artificielle en soi et nous avons utilisé l'ordinateur. Genre, il y a eu plein de programmes qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'on utilisait, mais c'est juste que le terme intelligence artificielle n'était pas public en ce moment. Sinon, les gens qui l'avaient conçu, voilà, savaient que tel ou tel outil était dans ce domaine. Donc, il y avait assez de choses de l'intelligence artificielle qu'on utilisait. C'est juste que ça n'a pas fait le boom que ChatGPT a fait, un outil magique qui peut répondre à toutes les questions quasiment et de manière wow. Voilà, et actuellement, plus que jamais, ça s'est vulgarisé, c'est devenu très accessible et ça occupe vraiment une place, disons, très importante, maintenant très importante, quasiment dans toutes les tâches. Je vois toutes les entreprises beaucoup d'entreprises en tout cas qui courent vers ça. Quand il y a des tâches, les gens, leur réflexe, quand ils sont bloqués maintenant, ce n'est plus d'aller chercher en ligne ou de lire des livres, non. Taper un truc sur ChatGPT, vite fait, ils ont quelque chose. Donc, on ne peut vraiment pas nier que voilà, l'intelligence artificielle est en train de prendre une place assez significative dans nos vies et dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines, médecine, travail de tous les jours, au fait, franchement. Donc, c'est important. On peut vraiment pas dire assez sur ça.
Oui, en effet. C'est pas, je vais revenir pour dire que c'est pas seulement pour les tâches parce qu'il y a des gens qui l'utilisent juste même pour envoyer des petits messages entre personnes très proches, vous savez. Moi, je dis que c'est devenu comme le meilleur compagnon, en fait, de beaucoup de personnes, pour ne pas dire meilleur ami aujourd'hui. Oui, juste pour anecdote, j'ai ma nièce qui m'a une fois dit que elle préfère ChatGPT, non, My AI qui est sur Snap à moi, parce que moi, je n'ai plus son temps. Je suis tout le temps occupé quand elle m'écrit. Je suis sûr. Et ça m'a fait réfléchir, hein. Ça, c'est, voilà, en tant que chercheur qui cherche à créer des IA, et ça m'a vraiment donné assez de réflexion. Oui, oui, surtout les plus jeunes, ils sont vraiment connectés avec l'IA de Snapchat. Moi, je savais même pas que ça existait. Je pense que c'est une cousine à moi qui me parlait, qui me dit, ah, je veux un ami qui me répond. Du coup, c'est comme ça. Mais bon, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a cette possibilité-là de remplir des tâches très rapidement, voilà, il y a ce dynamisme. Alors, quels sont pour vous les inconvénients et les avantages qu'a cette technologie aujourd'hui? Euh, je dois commencer par les inconvénients. Ok, je vais commencer par les inconvénients. Tout comme toute innovation, ça va d'abord amener le chômage. Je pense que ça a même amené le chômage. Il y a assez de jobs qui sont en train de progressivement disparaître. Des jobs de rédacteur ou quoi. Il y a assez de jobs qui disparaissent parce que l'IA peut faire tellement de choses que un humain prendra du temps à faire. Un humain peut avoir des raisons pour être en retard, mais l'IA n'a pas de raison pour être en retard. Un humain peut traverser des situations familiales assez compliquées qui vont faire que ces tâches soient pas délivrées à temps, mais l'IA n'a pas ça. Donc, forcément, ça va diminuer, genre, ça va effacer certains jobs. Ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas méchant en soi, mais en tout cas, disons, je vais mettre ça dans les inconvénients. Et je pense que sa mauvaise utilisation rend les gens fainéants. De plus en plus de gens ne produisent plus de trucs intellectuels, au fait. Dès qu'on demande à... Ok, un exemple, j'ai demandé à quelqu'un de me faire des recherches sur la souveraineté numérique en Afrique. Bim, une minute après, la personne m'a juste envoyé un truc de ChatGPT. J'ai dit non, je voulais que toi tu le fasses. Tu vois, c'est ce type de réflexe que ça développe en nous. Genre, on ne veut Oui, plus aller chercher, mais on veut directement cette facilité. Donc, ça nous pousse à adopter la facilité. Je ne suis pas contre la facilité. J'adore la facilité, mais j'adore aussi le processus d'apprentissage difficile qui amène l'homme à innover au fait. Donc, et les outils comme ChatGPT peuvent facilement faire disparaître cela. C'est pourquoi même je suis dans la recherche, parce que dans la recherche, forcés, ils sont limités à nous, quoi. Donc, oui, il y a ça, cet aspect. Et plusieurs autres aspects, quoi. Maintenant, côté avantage, ça accélère le rendement de certains travaux. Ça accélère la découverte scientifique parce que maintenant on a des algorithmes qui peuvent générer des séquences d'ADN jusqu'à combien des millions de séquences d'ADN. C'est remarquable des algorithmes qui peuvent designer des molécules, des bactéries. Je sais pas si à quel point vous voyez l'impact que ça nous donne, des choses que avant nous enseignons, nous calculons. On a des algorithmes qui font oui, ça vite fait. Assez d'avantages aussi. L'économie, ça booste l'économie, les investissements et tout. La productivité, ça peut l'augmenter hein, si l'outil est entre les bonnes mains. Et voilà, vraiment assez de bonnes choses et assez de méfaits aussi. Tout dépend de l'utilisateur et de l'utilisation. en effet. Mais j'avoue que c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même facile de reconnaître un travail produit par ChatGPT qu'un travail, exemple, là, juste un exemple, qu'un travail produit par l'humain lui-même. Oui. C'est facile de reconnaître. Moi, je pense que oui. Bon, dans des contextes, je pense que dans des contextes différents, Tu veux on arrive à tester? reconnaître. Oui, parce qu'il y a cette similitude, au fait, entre beaucoup. Je vais prendre un petit exemple. Exemple, voilà, sur la plateforme LinkedIn.
tu verras une similitude dans des posts des personnes, en fait. C'est presque la même chose. Tu as l'impression que c'est le même community manager qui gère tout. Ça, Parce c'est que vrai. c'est presque le même récit. Ça, c'est très vrai. Ouais. D'accord, ok. Et avec l'émergence voilà, de l'intelligence artificielle, on assiste à une bataille de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde, avec l'émergence des modèles comme ChatGPT, la version 4, bien sûr, DeepSeek R1, Kimi K1.5 qui vient de sortir, et Grok, la version bêta 3 que j'ai testée hier. Waouh! Alors, peut-on comparer ces modèles? En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, euh, DeepSeek R1 est meilleur ou Kimika 1.15 est meilleur. Vous pensez qu'on peut comparer, voilà, ça? Bon, ces modèles se comparent entre eux, hein, parce que quand tu regardes les research papers derrière tous ces modèles, tu verras qu'ils font leurs tests sur ce qu'on appelle ils font le benchmarking, au fait. Le benchmarking, il y a des séries de tests que l'IA doit valider, mesurer sa performance en fonction de ça. Et chaque modèle est validé à son score. Et à chaque modèle qui est release, comment on dit release, qui devient disponible publiquement, a été testé sur ces benchmarks pour le comparer à d'autres modèles, au fait. Et eux-mêmes, ils se comparent entre eux. Mais je pense qu'il y a certains qui font mieux que certains en termes de plusieurs choses. Je pense en tout cas GPT-O1, ça, je pense que c'est le plus fort. C'est la référence actuellement en termes de tout, quoi. Parce que non seulement ça fait du reasoning, ce que DeepSeek fait, c'est ça GPT on fait, mais en mieux parce que il l'a entraîné sur assez de données, franchement, assez de données pour le ça. Quoi? Grok, je l'ai essayé aussi parce que genre, j'ai vu même la version, comment dire, le live de Elon qui le disait et tout. J'ai testé Grok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'ai pas testé le plein potentiel. J'ai juste euh, interagi vite fait avec. C'est pas mal. DeepSeek n'est pas le meilleur, mais DeepSeek a été très malin. Parce que DeepSeek a créé un reasoning model. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais DeepSeek a fait quelque chose que ChatGPT a fait avec autant de données, mais eux l'ont fait avec moins de données et moins de ressources. En termes scientifiques et de manière scientifique, DeepSeek a été très malin et très, très ingénieux comparé à ChatGPT, mais en termes de performance, GPT l'écrase. Genre, vraiment l'écrase de ouf. Oui, oui, Je pense après l'interview, je vais tester Kimi. particulièrement parce que Kimi, lui, il fait le chinois et juste l'anglais. Parce que si tu le demandes le français ou autre langue, il est perdu. Oh, bon, Il oui, part en cacahuète. c'est D'accord. compréhensif, ouais. Et vous pensez que l'Afrique peut rivaliser avec ces géants? Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, l'Afrique peut se placer aussi et dire que, voilà, nous aussi, ou bien doit-elle prendre une autre approche? Parce que franchement, elle est en retard. Je ne veux pas sembler, comment on dit, je ne veux pas sonner. Non, Pessimiste? oh my God. Pessimiste? Oui, non, je veux pas ressembler à un afro-pessimiste, mais c'est un nom avec un nom majuscule, au fait. Parce que construire ces IA demande tellement de sacrifices, de ressources, que nous ne sommes vraiment pas prêts à le faire. Je, je, je vais prendre quelques cas de figure, ok? Allons vers DeepSeek. Euh, DeepSeek, DeepSeek selon leur rapport, c'est l'IA qui a coûté le moins cher au monde en termes de GPU seulement, ok? Ils ont dépensé au moins peut-être 5 millions de dollars pour entraîner le modèle. 5 millions de dollars fait environ euh, un truc de 3 milliards de francs CFA. Bon, je sais pas quel investisseur va te donner 3 milliards de francs CFA pour entraîner un modèle qui peut échouer. Au fait, il Hmm. faut savoir que le DeepSeek R1 que les gens utilisent vient du DeepSeek V3 qui a été entraîné pour donner le DeepSeek
R0 et le R10 a été encore réentraîné pour donner le DeepSeek R1. Donc, DeepSeek vient vraiment d'une série d'entraînements assez colossales qui demandent beaucoup de ressources. Bon, ça, c'est DeepSeek. Nous ne pouvons même pas concurrencer DeepSeek en termes de ressources, à plus forte raison ChatGPT qui a dépensé plus de centaines de milliards de dollars. N'en parlons pas de Grok qui a le plus grand, je pense, data center au monde. L'électricité même de leur data center, je pense, est plus colossale que l'électricité de tout le Mali. Donc, oui, j'ai eu à analyser ça. Voilà. Donc, dire qu'on peut concurrencer ces choses-là, non. Et je ne, c'est pas mal de le dire et c'est pas aussi criminel que ce fait. Mais ce qu'on peut faire d'abord, c'est d'apprendre, d'embrasser ce domaine scientifique, de préparer des gens, de former des gens aussi à créer des choses pareilles. Et ensuite, nous pouvons faire des partenariats avec ces gens-là pour pourquoi réinventer la roue? On peut améliorer les outils, inclure les aspects qui leur manquent, qui viennent de chez nous, et ça va, des partenaires gagnants, des partenariats gagnants-gagnants. Mais en termes de concurrence, je pense que ça va nous prendre 50 ans, hein, franchement, sans être pessimiste, quoi. Ok, 50 ans, waouh. Là, je pense que à ce moment-là, ChatGPT sera à un autre niveau. Voilà. Ok, donc pour vous, l'approche aujourd'hui pour l'Afrique, ça sera de s'y mettre simplement, de suivre le mouvement, de se former, Mhm, voilà, de faire des recherches. C'est vraiment. ça, hein. Oui. D'accord. Voilà. Ok, on va passer voilà, aux menaces qu'apporte deepfake aujourd'hui dans le monde et aussi en Afrique. Notamment, nous avons le deepfake qui devient de plus en plus une menace majeure et ça impacte quelque peu aussi la cybersécurité. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, pouvez-vous nous expliquer simplement ce que c'est un deepfake? Un deepfake, c'est, disons, un algorithme qui peut reproduire certains, comment dire, je ne veux pas dire fonctionnalités parce que ça c'est une traduction en français. Il y a certains aspects de l'humain, d'un humain atypique en fait. Par exemple, un deepfake peut cloner le visage de quelqu'un, la voix de quelqu'un, les gestures de quelqu'un à des fins, disons, nuisibles en fait. Parce que généralement, je vois pas pourquoi on va faire un deepfake si c'est pas à des fins nuisibles. Donc, un deepfake, c'est juste des algorithmes ou des outils qui permettent de cloner certains aspects d'un humain, des humains. Mais qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire ça, n'est-ce Oui, pas? l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Donc, quand je dis algorithme, bon, désolé pour les termes techniques, mais oui, les, les intelligences artificielles. D'accord. Je pense qu'à part le deepfake, aujourd'hui, l'intelligence artificielle aussi dans d'autres affaires, hein, que si on parle de cybersécurité, parce que je le dis parce que c'est mon secteur. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, si tu compares un peu les attaques, voilà, antérieures avec les attaques d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a eu un impact vraiment je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment, ça impacte et les attaquants utilisent ça de plus en plus. Parce que c'est difficile pour des gens de reconnaître, voilà, la réalité entre un deepfake et une véritable vidéo. Et à part ça, l'intelligence artificielle aussi est capable, en fait, d'aider une personne à créer un malware. Moi, personnellement, je l'ai testé, hein. Mais bon, à des fins de test, juste à des Je fins l'ai fait aussi. vous voyez, en malware, voilà, des phishing sont plus sophistiqués parce qu'avant, pour reconnaître un phishing, on te dit, il y a des erreurs d'orthographe. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, tu me dis, mais écris-moi juste un message comme ça, là, parfait, et je l'envoie avec un lien malveillant. Vous voyez un peu la négativité de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc ça complique la vie un peu aussi des cyber experts, mais aussi ça a ses avantages. Mais on va pas aller pour parler des menaces et tout ça, on va rester sur le deepfake. Je veux pas aller dans tous les autres menaces. Voilà, nous avons vu des cas récents impressionnants, voilà, d'attaques de deepfake. On va prendre le cas d'Arup qui a coûté 25 millions de dollars, au fait. Je pense que c'est un deepfake qui faisait qui s'est fait genre une vidéo en utilisant la technologie qui s'est fait passer pour je pense le DG
et a fait en sorte que, je pense aussi c'est de l'ingénierie sociale en quelque sorte, qui a fait en sorte que voilà l'employé de la société a fait un virement de 25 millions de dollars, croyant vraiment que c'était vraiment le voilà c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment impressionnant. À part ça, on a aussi eu une arnaque utilisant voilà un deepfake de Brad Pitt. Voilà, Anne, ça s'est passé, je pense qu'elle a perdu autour de 800 euros. Ouais. Et à part ça, on a eu plus, je vais revenir un peu sur l'Afrique, on a eu des vidéos des hommes politiques qui circulent, qui appellent à la révolution, parce que c'est dangereux. Parce qu'à part le vol d'argent, du côté économique, ça peut aussi créer une meute si on mentionne ou bien on inclut des vidéos avec des personnalités politiques. Ça crée voilà ce sentiment-là et autres. Vous voyez un peu l'impact, tout ça pour vous parler de l'impact au fait deepfake aujourd'hui, toute cette négativité. Non, ça a assez d'aspects négatifs, hein. Même TikTok avec certains filtres. J'ai vu des gens qui font danser des présidents, des photos de présidents. Bon, je sais pas si ça les a amusés, mais c'est grave à un moment. Oui, c'est très grave. Alors, Mamadou, moi, je voulais te demander, en fait, comment on fait pour reconnaître, en fait, que c'est un deepfake, que ça soit quelque chose qui a été créé par, voilà, l'intelligence artificielle, puisque c'est ton domaine, et tout. Comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est très difficile. On peut, si on part dans d'autres, voilà, zones, au monde, ils peuvent reconnaître parce que, comme on dit, ils sont plus avancés que nous dans ces aspects-là. Comment nous, en Afrique, nous pouvons reconnaître que ce sont des deepfakes? Euh, ok, connaître pour connaître d'abord un deepfake, il faut même savoir c'est quoi une IA. Qu'est-ce que les IA peuvent faire en général? Il faut d'abord connaître ces b.a.-ba parce que sans connaître ça, généralement, je vois en Afrique, le deepfake marche avec des gens qui ne connaissent même pas généralement les outils ou qui n'utilisent pas généralement. Donc, ça marche forcément avec ces gens-là. Euh, et avant d'aller loin, c'est très difficile de reconnaître un bon deepfake. Vraiment, un deepfake bien élaboré avec une IA bien entraînée, c'est quasiment impossible, franchement, de le détecter. Mais en tout cas, pour le faire à vue d'œil, les choses générées par l'IA sont pas parfaites. Peut-être il y aura une incohérence au niveau des mouvements des lèvres et du son euh, qui ne seront pas synchronisés forcément, ou l'expression faciale avec ce que le mot dit. Par exemple, par exemple, chez nous, en tout cas au Mali, nous utilisons vraiment l'expression faciale. Vraiment, ça accompagne, ça donne de la signification au mot. Quand je te dis, genre, il y a plusieurs types de. C'est pas seulement au Mali, hein, c'est dans toute l'Afrique, Ah ça. ben ok, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types de on connaît leur sens à travers l'expression faciale. Bon, jusque-là, beaucoup d'IA n'arrivent pas à maîtriser la corrélation entre l'expression faciale et certains mots ou certaines intonations. Donc, si on est un peu attentionné à vue d'œil, on peut voir ces petites imperfections. Donc, on peut vraiment faire attention à ça. Et aussi les accents. Je sais pas. Mais bon, même les accents, c'est difficile maintenant parce qu'on a des algorithmes qui arrivent à cloner les voix et les accents. Donc, ça, c'est un peu difficile. Mais vraiment, les imperfections au niveau de la synchronisation et utilisons aussi notre logique humaine, quoi, parce que la logique humaine, je dirais, va toujours dépasser celle de la machine, parce que la machine suit ce qu'on l'a entraîné à faire. Elle peut pas aller au-delà de ça, mais nous, on peut aller au-delà de ça, on peut créer, on peut analyser encore au-delà des trucs inhabituels. Donc, il y a tout ça. Mais en tout cas, si le deepfake a été très bien entraîné, très bien élaboré, genre vraiment fort, c'est fini, hein. Je vois pas. Sauf si on utilise des outils informatiques pour le détecter. Et ça aussi, ça va rentrer maintenant, par exemple, dans vos domaines pour créer des algorithmes qui vont analyser ces petits défauts que j'ai mentionnés, l'origine de la vidéo, essayer de récupérer assez d'informations sur la vidéo et conclure que c'est un deepfake. Là, oui, mais si on a vue d'œil, c'est assez compliqué. Ouais.
Oui, mais bon, oui, il y a des technologies aujourd'hui qui sont là pour permettre de reconnaître ce genre d'attaque. 1 million et on parle d'Hadoop. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont mis à faire des recherches plus approfondies pour développer des outils qui permettent vraiment de reconnaître l'ancien deepfake. Mais je veux dire que ça sera pas aussi facile d'intégrer ce genre de technologie-là en Afrique, puisque même ailleurs où ils sont plus poussés, ils sont juste en train de l'intégrer tout récemment. Bon. Alors, Mamadou, avant de conclure, je pense que vous avez déjà dit ça dans notre discussion, mais comment vous l'avenir de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité en Afrique aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a une avancée significative si on compare avec en arrière? Vous pensez que nos leaders aujourd'hui ont cette la conscience en fait d'accompagner les projets et tout ça? L'avenir de l'IA, Anna. Je pense on a du chemin à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que certains pays sont conscients de cela, certaines organisations sont conscientes de cela. Je pense que selon l'une des présentations que j'ai fait récemment, on m'a fait savoir que l'Union africaine a rédigé une stratégie d'implémentation, des policies, je ne sais pas comment on appelle ça en français, des règles et des réglementations IA pour l'Afrique. Donc, cela veut dire que voilà, certains de nos leaders sont au courant de ça. Mais est-ce que chaque pays individuellement est prêt à le faire? Cela dépend. Cela dépend. Des pays comme peut-être l'Afrique du Sud, le Kenya, Botswana, Tanzanie ou autres, Nigeria peut-être. Les pays qui sont économiquement assez stables, je dirais, eux, ils peuvent peut-être envisager d'investir dans ça, mais les pays comme, je vais pas citer, mais eux, ce n'est vraiment pas une priorité pour eux, c'est compréhensible parce il y a assez de besoins urgents. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord investir colossalement dans l'éducation parce que on a beau investir dans l'IA, tant qu'on n'investit pas dans l'éducation, c'est peine perdue. On va donner l'argent à d'autres gens pour venir construire et c'est pas la peine. Donc il y a cet aspect. Et la cybercriminalité, je dirais toujours, je vais mettre juste l'accent sur l'éducation. Plus on formera des scientifiques compétents, plus on pourra développer des choses nous-mêmes et être à la hauteur. C'est juste ça, je vais mettre l'accent sur ça. Quand l'éducation est là, le financement va venir, l'investissement va venir, ça c'est forcé. Donc mettons la priorité sur l'éducation et je pense que si on s'y met à fond, d'ici 10 ans, ça va, hein. On peut trouver, on peut se faire une place, oui. D'accord, merci beaucoup pour votre vision voilà, de l'avenir de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique. Enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes Africains qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle, aussi de la cybersécurité? Parce que comme j'ai dit, vous avez beaucoup de fans hein, qui veulent être comme vous, et peut-être moi aussi j'en fais partie, on ne sait pas. Quel est votre message pour nous? Non, ça m'étonne parce que j'essaie vraiment de me cacher. Je ne publie quasiment plus. Waouh. Ok. Quel conseil? Aimer la chose d'abord, je pense. Aimer la chose. S'il y a des gens qui veulent aller vers dans le domaine où je suis, c'est un domaine assez demandant, qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande assez d'efforts, beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture, chose que beaucoup n'aiment pas. Genre, j'écris beaucoup d'articles, j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de livres, beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions, assez de dépression. Alors, quand je dis dépression, bon, assez de stress, disons, parce que c'est stressant d'avoir beaucoup de deadlines qui nous pourchassent et tout. Mais je pense que tout cela fait, toutes ces choses-là font la beauté de ça. Mais la clé, c'est juste la persévérance et aimer la chose à fond, hein. Et surtout, je pense de toujours se considérer comme
de ne jamais se considérer comme le meilleur, au fait. Ça, c'est un conseil personnel que je peux donner à tout le monde. Parce que quand tu te considères comme meilleur, tu ne vas pas évoluer. Tu te dis déjà t'es meilleur, c'est bon, non. C'est pourquoi j'essaie d'éviter tout ce qui est titre, tout ce qui est, comment on dit, être trop visible parce que genre, je me dis que je ne suis rien et je ne veux pas être quelqu'un d'abord. En fait, je veux toujours travailler, toujours continuer à innover. Donc, l'humilité, la persévérance, je pense, que c'est la clé. D'accord. Du coup, c'est étudier beaucoup, pas dormir, quasiment pas avoir le temps. Voilà. Là, j'ai oublié. Dormez, s'il vous plaît. Dormez. C'est important. C'est très important. Ne soyez pas comme nous. En fait, on le dit, mais nous, on ne le fait pas. Mais franchement, si vous pouvez dormir, c'est très important. Alors, beaucoup dormir, voilà, persévérer, beaucoup lire et beaucoup faire des recherches. Oui. Ok, j'espère que voilà, ces conseils précieux vont servir à beaucoup de vos fans voilà, qui veulent être comme vous. Voilà, merci infiniment Mamadou pour ce partage vraiment inspirant. Votre parcours est vraiment une motivation pour nous tous. Où peut-on vous suivre et apprendre plus sur vos travaux? Pour ça servirait beaucoup à la communauté africaine. Les travaux sont en ligne. Ce sont des publications, je pense, à Google Scholars. Je suis facilement trouvable là-bas. Euh, Bon, j'écrivais des articles sur Medium, mais je sais pas, j'ai décidé de me rendre discret. Mais la meilleure façon de me trouver, c'est juste sur LinkedIn, même si je ne publie plus assez de choses, de contenu. Je suis en ligne, je suis disponible. Toute personne qui veut reach out peut m'écrire, mais pour les travaux, c'est en ligne, mais mon profil est là. Google Scholars, vous tapez le nom du projet ou de l'article en question, vous verrez. D'accord. Merci beaucoup Mamadou pour voilà, tout cet échange et pour votre temps. Voilà. Et voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que se termine cet épisode de Cyber Tripsha. Un grand merci à Mamadou Keita et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cyber Tripsha. N'hésitez pas à nous suivre, à laisser des commentaires et voilà, et à liker.